Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Bienvenue sur cette vidéo qui est l'upload d'un live que j'ai fait sur Twitch d'une lecture à voix haute d'un bouquin qui s'appelle Sans planète fixe août, que j'ai écrit. C'est une novella, donc c'est un petit peu plus long qu'une nouvelle, mais c'est un peu plus court qu'un roman. J'avais également trouvé un logiciel qui était une simulation de feu de camp dans une forêt. Et j'ai également créé une commande point d'exclamation bûche afin que toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là puissent mettre des bûches au feu pour éviter qu'ils s'éteignent. Ça crée également une petite interaction avec elles et avec eux. Je pense que ça a plu, et l'interaction et le texte. J'espère que ça vous plaira également. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, bien évidemment. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, la cloche, etc., etc. Je mettrai également dans la description tous les liens où vous pourrez me trouver, notamment le lien de ma chaîne Twitch. Je suis actuellement en pause pendant une petite semaine. Je reprendrai lundi 10 mai à 14h avec The Witcher 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez un masque si c'est nécessaire. Faites attention à vous et à très bientôt. Des bisous. Je vous invite donc à vous mettre près du feu pour une lecture à haute voix. Ce sera pas vraiment une lecture d'ailleurs, c'est un enregistrement que j'ai trouvé d'une personne qui s'appelle Out, qui nous raconte un petit peu sa vie. Et je vous invite à partager ça avec vous. Donc je vais lancer ça et vous allez écouter avec moi et j'espère que ça va vous faire plaisir. J'ai froid. J'enregistre mes dernières pensées. Ah, attention, hein. Divagation d'un alcoolique militaire et clodo dans l'espace. Ah, ça fait un style, chérie. Ça va être chaud de garder mes pensées stables. J'espère pas trop battre l'antif et raconter de la daube. Ça enregistre absolument tout ce truc au bras et j'aurai pas le temps de vous faire un montage audio, on est d'accord. Hein. On se demande toujours comment on a pu en arriver là. Même avec les idées d'ailleurs. On a souvent du mal à se rappeler la première pensée. C'est elle qui nous a amené à la dernière. Et qu'est-ce que je fous ici, puissant le sang au milieu du désert? Ah, j'ai toujours froid. C'est pas normal pour un désert. Enfin, je crois. Ah, j'ai froid, mais je transpire quand même. Je la sens perler le long de ma colonne. Je m'allume une clope pour me réchauffer les lèvres. Surtout que la nuit se pointe. Ah, c'est la guerre ici, et ça canarde pas mal. Et je m'en suis pris une, dans le dos en plus. Ah, quel genre de fils de pute vous tire dans le dos? J'ai froid et j'hallucine. J'hallucine parce que c'est pas possible que je sois là, à bouffer du sable devant ce spectacle gerbant. Ah bon. Inutile de vous emmerder avec ce détail. Vous, mon éditoire imaginaire, ésotérique. Là que je me mets à faire des phrases. Ah, je me demande si c'est pour tous les morts pareils. S'imaginer un public à qui on raconte la fin. Sûrement pour que quelqu'un garde la trace, même si c'est se monter un bateau. Non pas que je sois claqué ou quoi, mais y a pas à broder. Je vais m'esbigner dans quelques minutes. Surtout que je vois des gonzes qui arrivent, armes à la main. Et y a un gars là-haut, dans l'hélico. Et il me regarde en chialant. Ah, je le connais. Mais il est là, il pleure. C'est tout. Il peut même pas venir m'aider. De toute façon, ça servira à rien. À moins qu'il ait une couverture, parce que putain, j'ai vraiment froid. Je pourrais peut-être vous raconter comment on en est arrivé là. Si vraiment vous insistez. Si ça vous intéresse. Faudrait vachement résumer par contre. Le type là-haut, il s'appelle Richard. C'est un pote ce couillon, il peut pas s'arrêter de l'insquiner. Ah, ça va pas m'aider à me concentrer. Hier, je crois, c'était mardi. Et comme tous les mardis, c'était réunion chez les chefs. Des trucs longs et chiants où ils décident si oui ou non on va aller canner dans un endroit perdu de cette planète pour l'exploration. Alors je vous le dis avec toute la sincérité possible,
Ce foutu monde de merde, c'est comme une litière géante pour chat. Du sable à perte de vue. Pas la peine d'en avoir une carte de ce trou à rats. En plus, si on tombe sur les locaux, merci. Ah, je devrais arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Ah, ça me fait mal au dos en plus aujourd'hui de souffler une sèche. Donc, et en plus, les locaux, dans ce coin de la galaxie, c'est des genres de chats. Des gros chats. Hein. Moi, j'ai prévenu, je résume. Des foutus félins sur deux pattes qui savent utiliser des flingues, les salauds. Ah, pas question de les appoiter à la noix de muscade, ceux-là. Bref. Mardi, donc. Les capots ont décidé qu'il nous fallait une carte précise de cette boule jaune. Ah, pour sûr, si on tombe sur l'ennemi, qu'on n'hésite pas à buter des nyctalopes. Emballés, ficelés, recyclés, pour le bien de la nation humaine. Ah, connerie. Ah, j'en reviens pas que je me mette à vous raconter tout ça. Heureusement, les miaou miaou me laissent tranquille et apparemment, c'est pas l'heure de se faire boucaner. Je me répète, je me rends bien compte. C'est un peu mélangé dans ma caboche. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, je crois que c'était hier. Ouais, je sais plus. Il y a peut-être une semaine. Ou des années. À la base, on avait débarqué pas loin, sur une autre saloperie de planète dans le camion à viande, prêt à se faire rafistoler. Ah, j'étais bien content d'ailleurs, parce que les infirmières dans le coin, c'est du calibre. Pas comme celles qu'on avait sur Terre. Tout ce qui reste sur notre vieille bille, de toute façon, c'est du vieux, du sale, de l'ancien. Et ça vaut pour les frangines. Donc, à peine recollé, le cabot a débarqué. Un genre de buffeur d'eau chaude, le vieux. Et il nous a expliqué pourquoi on est les meilleurs, qu'on a fait plein de trucs géniaux et tout, et que c'est pour ça qu'on y retourne. Je me demande s'il pensait vraiment qu'on accrochait à son discours. On était pas bien chaud déjà vu la précédente mission qui nous avait bouffé les nerfs. Je vous raconte. Les cons nous avaient envoyés dans un poste avancé, là où ça castagne pas mal. Ah, on a failli rester bordel. On n'est pas des tueurs, on n'a pas des réflexes de machine. Juste un putain d'instinct de survie super développé. Ce qui nous avait permis de rester bien planqués à siroter le stock de rouquins. On s'était fait choper et envoyé au front pour nous apprendre à tirer au flanc. Ah, enfoiré. C'est ta mère qu'on devrait tirer, tiens, enfant de salaud, qu'il avait répondu Richard. À cause de ça, il avait eu le flingue le plus pourri du camp et le minimum de protection. À devant, c'était un feu d'artifice. Un genre de parc d'attractions pour psychopathes toute catégorie, avec les lumières rouges des lasers de chez nous et ceux des salauds d'en face, du vert ou du orange ou ce qu'ils avaient sous la main, je suppose. Alors, on s'est jamais retrouvé contre des connards à laser rouge. Allez comprendre. On avait le monopole du rouge. Sûrement une histoire de mode. Enfin bref. On avait embarqué dans le transport de troupes en tôle rouillée. Ah, ça sentait la pisse, les larmes, la frousse. C'était rempli de nouveaux et on n'emmenait pas large non plus, faut dire. C'est là qu'on a rencontré quelques-uns des autres de notre future équipe. À peine vomi de notre transport, on s'est pris des rafales de leur infanterie poilue. On a posé le pied au sol et on a réussi à filer à la roidienne. Peuple de cons aussi, ceux-là. Et on s'est trouvé un petit coin peinard, planqué derrière un talus, aux premières loges pour voir les copains se faire découper le gras du bide au laser. Ah, foutu félin. Ah, dans ces gars-là, il n'y a que deux choses à faire. La première, creuser un trou, laisser flotter les rubans. La seconde, tirer au hasard pour se donner des airs. Richard, qui pensait toujours à tout, me tape sur l'épaule et il me tend le tuyau de sa poche à flotte. Et va te faire foutre avec ton eau, tu m'as pris pour un marsouin. Reste planqué, te fais pas buter, corneau, que je lui fais. Le machin, il s'est pas démonté, il a continué. T'en fais pas, tu la reverras ta grand-mère. Il s'était approché pour me dire ça. Ah, son haleine chantait qu'il était chargé, le salopard. Alors je me suis mis à téter son biberon. Ah, le fumier, il avait taxé le picrate de la base. On était ronds comme des queues de pelle. On tirait du laser de temps en temps, mais... À un moment, il y a un biffin qui est venu nous coller. Et comme il nous a vus de près, il nous a grillé morceaux qu'on était. Et il est devenu fou, le pauvre. Sûrement de la jalousie, mais il a commencé à nous insulter.
Oui, de retour au camp, je ferai un rapport, ça va barder pour vos matricules, mes petits gars. L'alcool est interdit sur le champ d'honneur. Blablabla. Il avait continué comme ça un petit moment. Ah, personnellement, je voulais le buter, ce débile. Mais Richard était pas chaud, que ça aggraverait notre situation. C'est pas faux. Ah, le pecno, après nous avoir lancé un regard plein de dégoût, se lève, menton en avant, fier comme pas permis, son arme contre son poitrail. Une affiche de propagande à lui tout seul. À peine debout, le pan se fait scalper la gueule, et lui et sa moitié de crâne ont basculé en arrière et se sont écroulés dans un bruit sourd et dégueulasse de sang et de cervelle qui tombe dans le feutré du sable. Un peu comme si on laissait tomber une vieille serpillière remplie de flotte sur du carrelage. Du coup, nous, à en bouger encore moins. Ah, le cadavre de l'autre bonhomme, comme une publicité contre le cabas, nous rappelait que dehors c'était hostile pour nos gueules. On voyait nos troupes courir dans tous les sens, tout se passait comme en ralenti. Oh, on était salement amochés. Richard m'a secoué. Je m'étais endormi en fait. Tout était devenu calme. Eh, debout vieux, ils sont tous crevés, j'ai l'impression. Ah, j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que j'avais vomi dans mon sommeil. Je voulais rentrer sous terre, mais Richard y avait rien remarqué, aigri qu'il était. Du coup, discret, j'ai caché ça sous le sable, histoire de... On s'est sorti les têtes du cul. Rien. Plus personne. À part les cadavres des pauvres zigs à moitié déchiquetés. Merde, ils se sont barrés sans nous, c'est con, me fait Richard. Puant la vinasse. Et effectivement, il y avait vraiment plus un chat dehors. J'ai rigolé toute seule à cette blague. On a rampé doucement hors du trou et vagabondé un peu tout en terminant le fond de pif qui restait. Fatigués de zoner comme des crevards, on a posé nos derches et puis on s'endormait à moitié. Et là, un hurlement abominable s'est fait entendre. Ah, on a vérifié nos caleçons, et on a bougé vers le bruit. Ah, croyez-moi pas. Là qu'on s'est retrouvé nez à nez avec un groupe d'ennemis à moitié claqué. On se regardait sans bouger, et ils étaient tout aussi amochés que nous et étaient pas franchement chauds pour une polka. Ah, on a braqué ces cons, normal. On a regardé autour. Il y avait des mecs à nous, allongés là, à moitié bouffés par ces salopes. Il paraît que c'est comme ça qu'ils se guérissent en bouffant les cadavres. Ah, l'alcool et le soleil aidant pas, j'étais devenu fou. Non pas que je connaissais les gars personnellement ou quoi, mais merde, c'était des humains, et puis dans notre camp en plus et tout. Je les ai finis à l'ancienne, au couteau, en hurlant et en insultant. Quelques heures plus tard, le reste de la compagnie nous a retrouvés complètement dans les vapes et délirants. Le soleil et les blessures n'aidant pas, et puis les fringues imbibées de sang. Autant le nôtre que celui de ces fils de pute de chatons d'ailleurs, qui était quand même encore suffisamment vivant pour nous en mettre un peu dans la gueule au passage. Dans notre camp, et ils ont cru qu'on avait assuré et on est rentré en héros. Ah, on a profité de la bouffe et des copines qui adorent les mecs, les vrais et les cicatrices. Pauvre conne. Et le vieux, il nous remet ça. Ah, c'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Alors, on a plié les gaules et puis au pas de course, on s'est exécuté. En rang fixe, tout le tremblement. Le général descend de son trône d'or pour nous donner une médaille et nous expliquer qu'il croit et renouvelle sa confiance en notre motivation et enthousiasme à aller crever comme une merde pour le soi-disant honneur et la pas très fameuse gloire de l'humanité qu'il est obligé d'ajouter. Bouffeur de couilles. Je lui mettrais bien la main où je pense pour voir si ça fait de la musique quand je bouge. Ah merde. J'aurais dû prendre un pull finalement. On serait foutu de ma gueule à la poupeau. Out, pourquoi tu prends un pull, vieux? On est dans un foutu désert. T'auras bien assez chaud comme ça? Tu te prends pour un gothique? Qu'ils auraient tous dit. J'aurais dû flairer la couleur, les cons. Maintenant, je me les gèle et c'est de leur faute. Donc, après le discours du vieux Kabir, un hélico modifié nous attendait dehors. Sur ses flancs était marqué Irène et sur son nez Enfer et le tableau. Et prenez le tortillard que le sergent nous a fait en se marrant.
On aurait dû se méfier du truc quand on a vu le pilote payer le rail sur son tableau de bord. Ah, il était louf. Complètement camé. Mais il pilotait mieux que tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici. Ah, le genre de génie qui a tellement de talent que le reste passe à la trappe. Bon, je vous passe les détails sur le chemin entre planètes où on a cru crever 500 fois avec ses passages trop près des astéroïdes ou d'autres saloperies dont j'ai oublié le nom. Et regardez-moi ces beautés de près, les gars. Vous êtes pas près d'en revoir des si belles et d'aussi près. Ah, nous, on fermait les yeux et on tentait de parpeindre ce tas de ferraille surchauffé. On allait très très vite. Et dans notre casque crachait à fond du rock. Ce truc qu'on n'entendait plus depuis des dizaines d'années au moins. Et notre voisin à la tourelle défensive, visière de son masque baissé, fumait quelque chose en hochant la tête en rythme, et le pilote hurlait en faisant des loopings. Alors on était baladés dans tous les sens, harnassés à nos sièges dans une pénombre de lumière qui se répandait comme des taches d'huile, rouges et vertes, des voyants indiquant si oui ou non on était en atmosphère et d'autres trucs super importants, pendant que le rythme frénétique de la musique nous donnait encore plus une impression de vitesse. Ah, c'est sûr, fallait pas voir les foies blancs. Hein. C'était tellement dingue qu'on n'avait même pas senti l'entrée en atmosphère. Alors que ça se coupe pas mal. On a juste vu les portes s'ouvrir automatiquement, nous foutant à la panique d'être propulsés dans le vide de l'espace. J'ai ouvert un œil, mais au lieu de ça, un désert s'étendait juste en dessous de nous et l'air chaud et brûlant entrait dans notre cercueil volant. On pouvait enfin reprendre notre respiration. Alors on n'avait pas beaucoup appris chez les tarés du flingue, mais on savait au moins ça. Dans l'espace, on vide ses poumons. Sinon, ça explose. Et bon, c'est pas trop un truc que vous voulez tenter, quoi. Le mitrailleur avait relevé sa visière, libérant sa fumée de bédave. Les yeux fermés, il sentait le vent entrer dans son casque. Alors, on a tous fait pareil. Alors, regardez le sable défiler à toute berzingue. On pouvait presque le toucher tellement on était bas. Eh les copines, vous serez sur place dans moins de 10 minutes. Le temps paraissait se dilater. C'était les 10 plus longues minutes de ma vie. Avec les dunes de sable qu'on manquait presque de se cogner à chaque fois. Ah, je peux vous dire, je me suis drôlement musclé l'anus à serrer autant les fesses autant de fois de suite. Ça nous a fait un choc quand même avec l'équipe. Du sable à perte de vue. Le désert de Titan qu'on a fini par l'appeler ce coin. Il y avait rien. Rien de chez rien. Du sable, encore du sable. Et puis, au bout de ce qui a paru une heure, à l'horizon, on a vu grossir un point noir. Notre base. Ah, c'est là. C'est à ce moment-là qu'on a su que c'était fini. Quand on t'envoie dans une planète poubelle garder 2 tentes canadiennes, tu sais que tu touches le fond. L'hélico de l'autre taré s'est cassé, et on restait là comme des couillons devant la vingtaine de mecs qui nous regardaient. Je me suis avancé vers le sergent pour nous présenter avec mon plus beau sourire. Il attend même pas que je l'ouvre. « Et qu'est-ce que vous foutez ici, bande de débiles ?» Hostile direct qu'il avait été le bonhomme. Ah bah je lui ai bavé qu'on avait été envoyé ici pour une mission, pour taper du ronron, droit dans la mouille. Il y a personne ici, mais ça fait longtemps qu'il y a personne, et il n'y aura jamais personne, on relaie des informations, c'est tout. Il n'y a pas de combat ici, les gars. Oh putain, génial, on est à la retraite, qu'avait balancé Gorg. Un mec qui avait fait le voyage avec nous depuis l'hosto, un informaticien marrant qu'on aimait bien avec Richard. Ah, on allait être obligé de se serrer dans les tentes. Vous avez pas prévu de quoi coucher ? Le sergent était franchement étonné. Moi, je trouvais que c'était plutôt dans le style habituel. Nous envoyer quelque part sans rien dire ou préparer. On avait des sacs, dits de 3 jours, donc pas vraiment de quoi se changer souvent. Ils avaient même pas de flingue. Putain, mais c'est qu'on en a pas amené nous non plus qu'on leur a fait. Au début, le sergent, il en a rien eu à foutre. Allez, j'avoue, nous aussi. Et puis, je sais pas, un éclair de génie ou quoi, il s'est dit que si on se faisait attaquer, autant que nous aussi on soit armés. Alors, il a ouvert le catalogue, il a passé un coup de fil au commandant à la référence 62543-E, fusil laser couleur cannelle et sépia, livré avec leur chargeur rouge carmin. Il n'y avait pas le choix sur la couleur du laser. Ah, c'est dommage. J'aurais bien choisi bleu cobalt ou bleu mer du Sud. Ah, la mer. Ah, je m'imaginais faire trempette à l'aise, tranquille, les doigts de pied en éventail, pendant que l'autre bourrin tripotait sur son clavier avec un seul doigt, pour commander ses armes à la con. Et puis après ça, plus rien.
bronzette toute la journée, appuyer sur des boutons quand un message arrivait, et puis aller chercher de l'eau. Ah ça c'était le plus chiant. Fallait marcher super longtemps pour aller au puits. Et pourquoi vous avez pas fait votre camp à côté du puits? C'est super con, avait demandé Richard. Mais apparemment c'est ici que le réseau était stable. Moi, je crois surtout que c'était des débiles et qu'ils avaient posé leur cul là où on les avait fait atterrir et qu'ils n'avaient pas cherché plus loin. Les Golios avaient le projet en route de faire venir de l'eau sur place avec des tuyaux et un robinet. Ah, ça devenait foutrement con leur truc. Du coup, avec les autres, on avait dû filer un coup de main. La moitié du travail était déjà faite, c'est toujours ça de prix. Ah, et vas-y qu'on a creusé comme des bagnards pendant des semaines. Ah, la routine, ça vous attaque le moral avec une clé de 12. Lever, douche bouillante à cause du soleil qui chauffe trop la citerne, et faire des trous dans le désert. On avait gueulé sur la température de l'eau et puis les nanas de notre groupe sur le fait qu'il n'y avait pas de cabine privée et surtout, pas verrouillable, pour éviter les flaques de bave des étalons brut. On avait en proposé que si on enterrait la citerne, ce serait déjà peut-être un petit peu plus frais. Et franchement, quitte à choisir, dans un désert brûlant, je préfère une douche froide plutôt que chaude. Ils nous avaient dit que c'était pas possible, leur pompe était pétée, ou alors ils en avaient pas, une saloperie dans le genre, enfin bref. On avait fait un coin pour les femmes, et en attendant de commander des verrous, elles avaient le droit de dézinguer les lourdeaux. Ensuite, on a enterré la citerne avec du filet de camouflage et du sable. Oh, vous auriez dû voir leur tronche. Comme si on venait de leur offrir le feu à ces primates. C'est sûr, ils n'avaient pas inventé la machine à courber les bananes, hein. Encore moins inventé l'eau tiède. C'était ça notre quotidien, faire des trous, appuyer sur les boutons qui clignotaient. Et même là, les mecs étaient pas franchement des salés. Des autocollants et des morceaux de papier collés leur disaient quoi faire et dans quel ordre. Au bout d'un mois, on avait enfin le robinet au camp, mais ça pissait pas loin. Impossible de remplir les citernes avec en tout cas. Tous les jours, d'abord la douche, et toujours dans le même ordre, la même combinaison de lumière et de boutons à enclencher. La chaleur, et puis rien d'autre à faire. Une fois, le sergent m'a chopé et appuyé sur lire le stickers. Oh la vache, la raclée que j'ai prise. Tu dois lire les stickers avant d'appuyer pour être sûr de faire ça correctement, soldat. Et foutrale de foutre, c'est toujours le même putain de sens votre truc. Ça clignote ici, j'appuie là et c'est marre. C'est toujours pareil. Il m'avait mis un coup de canne dans l'épaule. Ça m'avait ruiné la gueule, le fils de pute. Je me fous de savoir si c'est le sens ou pas. Tu lis, t'appuies, tu passes au suivant. C'est tout. Est-ce que c'est compris, connard? Moi, j'étais obligé de lui dire oui, mon sergent. J'avais les larmes aux yeux. Même pas que mon épaule était en coton ou quoi, mais de me dire qu'on cherchait à nous appeler Jacques. Du coup, c'était peut-être même pour ça qu'on était loin du puits. Pour que la Valtaille garde un semblant d'activité en allant chercher de l'eau. En creusant pour un goutte à goutte pourri. Une fois que je me grillais une sèche, j'observais du coin de l'œil un des soldats appuyer sur les boutons. Il épluchait le stickers, il appuyait sur le bouton. Il lisait le suivant, il appuyait sur le bouton. Et quand il babillait ses papiers, je voyais sa bouche qui tremblotait. Il lisait en bougeant les lèvres. Ah, ça m'avait ravagé. Jeunesse foutue et perdue parce qu'il faudrait pas que les gens se rendent compte de leur inutilité présente et cherchent mieux. Au final, on avait attendu 3 mois au moins pour nos flingues. Des blondes et puis le reste. Un jeudi matin, lumière orange, clignote 2 fois vite, puis 2 fois doucement, et lumière rouge. Ah merde, il était rare celui-là, j'ai dû lire le paplard. Livraison prévue. Ah, génial, ils ont fait vite pour une fois. Moi j'ai répondu dans un style sobre et classique, tout moi donc, bouton vers le haut, rien, bouton vers le bas. En gros, ouais, balancez. Lumière verte, arrive dans 2 jours. Bath. Première caisse, les munitions. Des chargeurs d'énergie laser de leur plus beau rouge de saison, mais rien d'autre. Ah, les enfoirés nous la jouent Stalingrad. Aucune trace des flingues. Au moins, dans la deuxième caisse, ils avaient envoyé des sacs de couchage et v'là le stock de paquets de tiges, et ça, c'était mortel. On avait vidé les caisses, rangé la bouffe, l'alcool et les clubs distribués. C'était un peu Noël avant l'heure. Ou pas d'ailleurs, j'ai oublié quel mois on était, et je pense que la neige ici, c'est un peu de la science-fiction. Les saisons doivent pas changer des masses. Mais ça n'avait pas duré longtemps l'excitation. À peine tout rangé qu'il fallait retourner à nos boutons clignotants, notre crachoteux qui fonctionnait les jours pairs et l'ennui.
La nuit c'était cool. On se mettait dans nos sacs de couchage, on regardait les étoiles. C'était dingue de les voir si bien. De temps en temps, il y a un point qui brillait plus qu'un autre. Sûrement une grosse explosion de vaisseau ou un truc du genre. Et dire qu'on était là, tranquille, et que pas si loin que ça, des mecs se voyaient découpés en deux et éjectés dans le vide où ils pissaient le sang et les boyaux sous vide. Mais à part ça, on se faisait bien chier. Le seul moment palpitant, ça a été quand il y a un sticker qui s'était décollé. On l'avait cherché partout. Bien sûr, le truc était plus collant du tout avec le sable, mais au moins on avait le texte pour pouvoir en refaire un. Alors moi, à la base, je voulais le refaire de tête, parce que bon, 3 ou 4 mois à faire la même chose, je connaissais tous ces papiers par cœur. Mais le sergent m'avait à nouveau menacé de lettrique si j'ouvrais trop ma gueule. Alors on a passé presque une semaine à chercher un bout de papier dans le désert. Après ça, chercher de l'eau, appuyer sur des boutons, chercher de l'eau, appuyer sur des boutons. Et puis, alors qu'on avait même oublié jusqu'à nos prénoms, un nouveau message arrive. Livraison prévue dans 2 jours. Oh, effervescence dans le camp et joie dans nos cœurs. Les caisses sont arrivées et les salauds de pilotes nous ont fait un rase-motte pour les déposer. Résultat, une tente arrachée qu'on a totalement perdue. On avait bien récupéré un morceau de toile, mais bon, une chose était sûre, on allait avoir chaud le soir sous la tente qui nous restait. Donc on a ouvert le paxon et il y avait les flingues. On avait presque oublié cette histoire. À ce point-là, d'ailleurs, on était persuadés que ce serait pas les bons. Et puis, comme pour se faire pardonner, ils avaient payé les douanes pour l'alcool. Ah, ça va faire les huiles quand c'est pour astiquer. Un petit mot, du whisky aussi vieux que moi. J'en ai oublié la journée d'après. Ah. Bon, on continue à s'emmerder comme pas possible quand même. Parce que le désert, c'est chiant comme la pluie. On avait un seul jeu de cartes, et il manquait le roi de cœur, qui s'était fait la malle avec la reine de trèfle. Autant vous dire que la reine de cœur l'avait mauvaise. On en était là à raconter des saloperies pour passer le temps, vous voyez. Et puis un matin, il y a Richard qui m'a débarqué dans la tente, en calbar, bronzé comme un petit Suisse malgré le soleil éclatant, mais avec quand même les traces de bronzage des lunettes. Ça vous donne une idée de l'ordre qui régnait dans le camp. Les clodos de l'espace, plutôt que des militaires. Bon, en même temps, on s'est jamais vu comme ça avec le reste de l'équipe, des militaires. On nous a désignés volontaires pour aller se frotter aux saloperies de l'univers avec du matos à peine plus efficace que des lance-pierres. Ah bon, donc, il me brandit son flingue comme un épissoir sous le nez, et en me disant « Putain, t'as vu ta gueule, vieux? Toi, ce que t'as besoin, c'est d'action, mon pote. » Alors moi, comme d'habitude, je lui dis d'aller se faire voir, que j'ai du sommeil à rattraper, et une beauté à me refaire. Les insultes, c'était comme ça depuis qu'on se connaissait. Et je l'avais rencontré un soir que j'étais gris comme un Polonais dans un rad sur notre bonne vieille planète Terre. J'ai déjà oublié le nom de la ville, je vagabondais pas mal à l'époque. Une sale histoire avec une nana que j'essayais d'oublier. Une magnifique blonde, gaulée comme un avion de chasse et des yeux bleus à vous faire perdre votre âme. Trop bleus même. S'ils avaient une conscience, ils se diraient « Hé, la gauche, vieux, faut qu'on arrête d'être bleu, c'est trop d'efforts d'être bleu comme ça. Soyons marrons. C'est la couleur de base, marron. » Je suis sûr que ça demande beaucoup moins d'efforts d'être marron. Alors ils deviendraient marrons. Enfin, moi j'étais bien content qu'ils aient décidé de rester bleus et de s'y tenir. Elle et moi c'était génial. On a été fait pour s'entendre, pour le restant de nos jours. Mais c'était sans compter sur ma débilité et ma facilité à l'auto-sabotage. Enfin bref, j'avais quand même mon habitude tout foiré jusqu'à ce qu'elle en ait eu marre de ma gueule de con. Pour sûr, j'ai bien fait mon canard et tout. Et quand c'est fatigué une gosseline, y a plus rien qui va. Elle s'était cassée, maudissant le jour de notre rencontre. J'arrive même pas à lui en vouloir, c'était plutôt musique que je voulais casser. Je me souviens de notre rencontre, dans un bar. Ça discutait de tout et de rien. Il y avait plusieurs groupes. Ah, moi je la vois qui a l'air d'en avoir plein le cul et je me décide d'aller lui tenir la jambe. Qu'est-ce qu'une gosse comme toi fait seule dans son coin? Bon, je l'ai pas joué finaude, j'avoue. Elle m'a dit d'aller pisser ailleurs. Je me suis assis quand même à côté d'elle avec mon glace. Et tu bois rien que je lui demande? J'ai pas soif. Ah, je vois le genre.
Un mec s'est promené devant nous avec sa môme sous le bras, l'équivalent moderne de l'ange qui passe, je suppose. On les a regardés se pavaner, et puis j'ai bien vu à sa tête qu'elle trouvait le couple en dessous de ses standards. Alors j'en ai profité pour jardiner sur eux et puis sur le reste des trèfles. D'un coup, on s'entendait comme larron en foire. On a bavé sur tous les clampins toute la soirée. Et puis on est parti chez moi. Dans la rue, je me suis permis une main sur les hanches. Tu te prends pour un accordeur de piano qu'elle m'a fait? J'ai souri, mais je l'ai pas lâché. Elle s'est pas débattue non plus. Une nuit mémorable pour sûr. J'étais vite tombé amoureux. Et pas elle. Ah, c'est venu avec le temps. Mais elle me disait et répétait tout le temps qu'elle restait rarement, longtemps avec le même gonze. Question de compatibilité, c'est genre. On parlait de tout et de rien, elle parlait beaucoup et pour une fois, ça me dérangeait pas une seule seconde. Au contraire. On passait des journées et des nuits entières à discuter et rigoler ensemble. Et même comme ça, on s'ennuyait pas. On avait toujours des trucs à se raconter. On avait les mêmes maniaqueries, c'en était presque flippant. J'ai de la chance de t'avoir trouvé, Out. Elle m'appelait par mon pseudo la plupart du temps. Elle le trouvait mignon. Bon, pourquoi pas. Moi, je lui répondais que c'est moi qui avais de la chance de l'avoir trouvé. Et puis on se marrait de notre guimauverie et on finissait par se mettre d'accord qu'on avait tous les deux eu de la chance de s'être trouvés. C'était la première fois que j'avais peur de rien. Et encore moins du futur. Première erreur. On allait se balader dans ce qui restait comme parc sur Terre. C'était le bon vieux temps. Finalement, un jour elle me le dit, le je t'aime. Au milieu de l'herbe d'un parc, après notre pique-nique. Ah, je m'en souviens. Il y a un petit ruisseau pas loin. On entend le doux bruit de l'eau qui coule et les roses qui dansent avec Boré. Elle a la tête sur mes genoux. Je la regarde en silence. Dans un léger bruissement de feuilles, le Jean joue avec ses cheveux, agaçant sa robe, délicatement posée sur ses cuisses que caressent les douces volutes de coton blanc. Chose incroyable, il y a un gros soleil bien lumineux, comme on n'en voit quasiment plus ces dernières années. Il joue avec les branches et dans son éclat, je n'arrive pas à me détacher mon regard du visage de ma bien-aimée. Sa peau si lisse, diaphane, cette peau envoûtante. Alors qu'elle se redresse un peu et me regarde, appuyée sur son coude, les cheveux qui volaient doucement, elle amorce un léger sourire, du genre de ceux qui vous libèrent une âme de tous ses soucis. Le temps ralentit, se dilate. Je la fixe et elle me regarde. J'attends, fébrile. J'espère les mots. Je me prépare aussi bien au malheur qu'au bonheur ultime. Sa bouche s'en trouve. Je t'aime. Ah, j'étais dingue. Plus que dingue même. On s'est embrassé, on a plié la nappe et on est rentré. Ce soir-là, tout était meilleur. La bouffe, la boisson, les baisers et le sexe. Ça a duré longtemps, nous deux, 5 ans. Mais malgré tout le bonheur qu'on vivait, ça s'est dégradé. Trop de pression pour moi, le premier à rester longtemps dans les parages. J'ai pris la confiance aussi, il faut dire. Pour moi, j'étais immortel. Rien ne pouvait m'arriver. Incassable que j'étais. Et puis on a discuté de moins en moins. Ah, le sexe était toujours génial, mais pas comme ça qu'on retient son tendron. Un jour, j'ai arrêté de lui demander si elle buvait quelque chose. Elle a arrêté de me dire qu'elle en avait plus soif. Et sans oublier de me rappeler que de toute façon, j'avais dit que je ne voyais pas durer longtemps. Elle est partie. Ah, j'ai pris la pique pour une vengeance dans les règles de l'art. J'étais pas en colère. J'aurais dû lui dire, bien avant, souvent même, qu'elle était tout pour moi. Qu'elle était intelligente, et drôle, et cultivée, et intéressante, et qu'elle était belle. Belle à en couper le souffle, à en oublier qui j'étais. Chacun de ses sourires était comme un baume qui m'apaisait, qui me rendait heureux. Bien sûr, une autre partie de moi voyait dans ce sourire une ironie, un impossible amour qu'elle pouvait me porter, à moi, moche comme 36 cochons que je suis. J'aurais dû lui dire que mon amour pour elle était plus grand que moi, que nous, que ça nous dépassait. J'aurais dû lui dire qu'elle était mon chemin, ma lumière,
ma héros qui me guide dans la pénombre de la mer agitée de mon esprit embrumé, qu'elle me manquait quand elle ne me regardait pas, que je voulais la voir me sourire sans raison, que je voulais lui prendre le visage dans mes mains et lui dire tout ça en face, que je l'aimais, que ce mot n'avait même plus de sens et n'existait pas, que ce mot était bien fade, que je l'aimais et qu'elle était tout pour moi, le début, la fin, la vie, la mort, et personne ne le savait, peut-être même pas moi. J'avais mérité mon sort. La lumière s'était éteinte et j'étais mort noyé. Alors à mon tour, j'étais parti. Parti pour me perdre dans une bouteille de n'importe quel alcool très fort. J'étais un peu suicidaire. Je voulais me battre avec la moitié de la planète. Je crois que c'est là que j'ai commencé à vouloir bouger de ce monde vieux et dégueu. Trop vieux pour moi. Ou alors moi pour lui. Et dans le bar le plus pourri qui existe, j'ai donc rencontré Richard. Il était pas frais non plus quand je l'ai croisé, le bonhomme. On s'était cogné dessus parce qu'il m'avait refusé un fond de bouteille. Et merde, elle refuse pas un dernier verre à un mec comme moi, que je lui ai dit. Et il m'a mis un nion. Depuis on s'est plus quitté cet enfoiré, moi. Je lui ai dit que je voulais me casser d'ici, de cette vie de merde. Ah, ça tombait bien, lui aussi. Le problème, quand on boit on oublie son nom, c'est que les emmerdes on les attire comme un aimant. D'après le rapport des cognes, on a piqué une caisse, fait les cons avec, et embouti une vitrine, tuant un gamin dans la foulée. Alors on se rappelle de rien, on n'a jamais vu le corps du gamin non plus. En tout cas, il y avait un couple en pleurs au tribunal. On nous a dit, plus tard, que des fois l'armée louait des gens pour pleurer et aider à la condamnation. Donc le résultat, en tout cas, c'est que c'était la mort par pendaison ou faire partie de la classe. Ah, le choix était vite fait. Entraînement aux armes pendant une semaine, et on était déjà en orbite quelque part dans le trou du cul de la galaxie pour amocher de l'alien. Ça m'a pris 1 heure pour lever mon cul au final. L'autre était déjà en train de tirer sur une bouteille vide au milieu du désert. Ah, bien sûr, il l'a pas touché une seule fois la bouteille. On n'est pas des tueurs. Ni de bouteille, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Entre 2 coups de feu, on entend un truc qui bourdonne. Alors ce qui est bien avec le désert, c'est que les bruits, on les entend facilement. S'il n'y a pas trop de vent violent. Henri, le gros gland de la bande, arrive en hurlant que c'est la guerre, que ça y est, ça commence. Il a toujours voulu se battre, ce con. C'est pour ça qu'on le détestait et qu'on lui foutait des raclées à base de savon dans les chaussettes à cet enfoiré. Malgré ça, il revenait toujours et jouait aux potes avec nous. C'est ce qu'on appelle un con. Dans toute la beauté du terme. Tellement con qu'il était toujours heureux. Un con heureux. Et pour l'éternité. Il nous avait rejoint juste après le débarquement qui avait viré à la boucherie. Il avait reçu lui aussi une médaille en même temps que nous. Il avait sauvé un galonné quelconque en butant un félin. On le connaissait pas trop et à part le frapper, on faisait pas grand chose avec ce narvalo. Enfin bon. Il arrivait en hurlant avec une seule chaussette au pied et son bide qui débordait sur son slip dégueu. Ah, ils sont beaux les médaillés, hein. La discipline avait sévèrement foutu le camp. Partout où on débarque, ça part en sucette. On est super bon pour foutre en l'air l'autorité. Richard lui a tiré dessus, c'est tombé à côté bien sûr, mais ça a calmé le croquant. On lui a pris les jumelles qu'il avait autour du cou. Le bruit, c'était des hélicos. Des doubles hélices façon banane. 8 en tout. Ce qu'on vous dit pas, dans les réclames pour attirer le couillon, on vous montre des avions super classe. Des trucs de technologie du futur. Oh, la réalité, ça fait mal. On n'a pas d'argent. Alors quand on est sur une planète normale, on sort les vieux trucs. Ce qui est très con en soi. Parce que les vieux hélicos sont débarqués par des trucs ultra évolués. Mais on m'avait expliqué que ça coûtait moins cher d'envoyer un gros truc qui coûte beaucoup de pognon, rempli de plusieurs vieux hélicos, plutôt que de construire plusieurs petits machins évolués. Et que c'est plus rapide aussi. Pourquoi pas? Ah, moi je veux bien croire en tout ce que vous voulez. Et là, bordel, la cavalerie débarque et nous on était à moitié à poil. Pour vous dire à quel point on n'est pas des putains de guerriers. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire à Richard:
Putain, mais c'est qu'on n'aura jamais assez de tentes pour ces cons. Comme si le jour où 8 hélicos remplis à ras la gueule de bidas débarquent, les mecs ne prévoyaient pas ce genre de truc. L'armée s'est organisée. Les mecs savent ce qu'ils font. Il y a des gens payés pour. C'est ce qu'on se dit quand on est civilo. En fait, non. Ces gros débiles savaient pas qu'ils débarquaient chez Pipo et Molo. C'est pas le genre du truc qu'on voit tous les jours. 80 gonzes qui te regardent comme si t'étais un genre de porc mélangé à un clown. On était là, en ligne avec le reste des clowns porcs, devant la seule tente qui nous restait, en slip pour la plupart et la clope au bec. Entouré de tout le merdier qui avait volé à cause des ventilateurs géants. Un gradé s'est pointé et s'est mis à nous gueuler dessus. Mais nous, on n'écoutait pas. Après s'être essoufflé, quand il a vu qu'on en avait rien à carrer, il est reparti avec ses potes à galon et on les regardait gesticuler, en se tapant les côtes du coude façon gamin en primaire, se retenant de rire comme les nouilles qu'on était. Henri, il tenait plus. Il allait voir les griffes tourner en face. Ah, fallait les voir ces cons. On aurait dit qu'on les avait envoyés à Biribi. Henri leur sautait presque au cou en gueulant des trucs. Cette fois-ci c'est bon, on y va-t-il, c'est le début de la fin, vous êtes venus en hélico. Moi aussi, j'adore les vieux ballons pour voler, vous voyez. Moi, j'aurais aimé être un ballon moi aussi, et puis m'envoyer loin. Ah putain, la honte qui nous filait à parler comme si on était à la cantine chez les bouseux. Oh, la tabasse encore plus fort cette nuit-là. Double ration de savon sur le cigare. Ça me plaisait pas, mais fallait bien lui inculquer les bonnes manières, vous voyez. Heureusement, pour qu'on soit un petit peu en vogue, on avait un vrai militaire avec nous. Balardu, qui s'appelait. Ah, il avait fait le crack sur Titron, planète de merde, et 2 fois Radamonchic. Et là, par contre, ça, c'était pas pour rire. Pareil que là-bas, les mecs te dépècent vivant. Vous voyez, ce genre de sauvage. Ici, il était heureux. Il nous racontait ses histoires, comment il avait buté machin, comment il avait brûlé bidule. Il avait failli crever un nombre incalculable de fois. Il nous avait même raconté l'assassinat d'un chef de tribu à la con sur Radamonchic. Là-bas, les sauvages te font passer les chats d'ici pour des danseuses d'étoiles. Le truc, c'est que même bien amochés, les loulous continuent de se battre normalement. Pour tuer un connard de base, ça demande plus de balles que d'habitude. Et puis à oublier la tête, c'est pas vital chez eux. Ah, les fumiers. D'ailleurs, on cherche toujours le point vital de ces salauds. Donc, pour l'assassinat, l'ancien avait prévu un piège avec démembrement à la clé. C'est sûr, il faisait pas dans le feutré. Ça a mal tourné. Le piège n'avait pas fonctionné et le chef était maintenant au courant qu'on voulait le déboîter. Il était parti se retrancher dans son village de Panouille avec leur maison en bout de glandos. Et le début du plan avait mal tourné. Et du coup, Balardu et la bande avaient dû transformer un des gamins des sauvages en bombe sur pattes. Ah, moche. Le temps que les mecs en face paniquent et tentent de désamorcer, le vieux s'était infiltré avec ses potes. 4 de chez nous contre 5 gardes et le chef. Ah, autant dire que c'était baisé. Il a perdu ses 3 petits coups dans le combat, mais il avait flingué les gardes. Au final, c'était lui contre l'autre machin. Il avait failli passer au tourniquet pour ça. Les huiles l'avaient soupçonné d'avoir sacrifié ses potes inutilement. Ah, les connards qui donnent des ordres et après ils s'étonnent du résultat. Par contre, au final, démembrement il y a eu. Couteau, laser spécial pour découper les coques de vaisseau. Voilà le secret du Balardu. Ah, il en restait un tronc de l'alien, bien dégagé autour des oreilles. Il a perdu le bras gauche pendant la bastonnade d'ailleurs. Ils lui ont demandé s'il voulait qu'on lui régénère, avec la techno d'aujourd'hui c'est possible. Et qui a besoin de cette merde, foutez de la robotique à la place, bande de gnouf. Cash. Sans un remords, il s'était séparé de son bras. Maintenant, il en avait un qui brillait comme un costard de toréador. Je me suis toujours demandé si ça lui faisait pas chaud. Ah, j'ai jamais tenté, mais le métal resté trop longtemps au soleil, ça a tendance à vous accrocher la peau si vous y touchez. Un soir, on a été bourré avec Richard, on avait voulu lui coller des magnettes dessus. Pas moyen. Ah, le mecto nous avait entendu arriver de loin. Putain de sentinelle. Bon, faut dire qu'on n'est pas franchement des ninjas non plus. Encore moins en étant complètement torchés. Les aimants étaient une riche idée de nos chefs sur Terre. Ah, paraît que ça devait aider le moral des troupes de foutre des conneries de clowns aimantés avec le fromage en tube. Je voulais un surnom pour Balardu, genre le boucher.
Mais je pense qu'il l'aurait mal pris et j'aurais fini à poil, accroché à un poteau dans le désert. Ici, en tout cas, il était toujours, ou presque, cuité avec nous, le vieux. On se demandait d'ailleurs s'il essayait pas de nous tirer la carotte avec ces histoires. Mais vu les boutonnières qui se payaient sur le torse et les virgules sur sa gueule, on se doutait d'un fond de vérité quand même. Mais quand les icônes ont débarqué, là, il a remballé les sourires et les anecdotes. Plus d'alcool non plus. Juste sa gueule qui, sobre et sérieuse, fichait le taf au reste de l'équipe. Il répétait tout le temps « Mais loulou, là on est bon, on y est !» Et nous, on se chiait dessus. Si lui prenait ça au sérieux, c'est que c'était du lourd. La machine militaire s'était mise en marche. Ah, faut voir ça, les militaires c'est du diesel. Hein. Ils mettent du temps à se lancer, mais une fois que c'est parti, ils font pas les timides les salauds. Bon, on est bien parti, mais ça a pas pissé loin par contre. Et ils ont commandé des tentes. Mais on avait dû pioter dans les hélicos, ce qui rendait fou un peu tout le monde, surtout les gradés. Et calmez-vous les gars qu'on leur a fait. Ils vous nous envoyaient des trucs. Ça avait pris plus de 6 mois la dernière fois pour avoir 3 flingues. Ah, c'est sûr que ça leur a pas plu à ces bouchers du dimanche. Le capitoun et autres galonnés, il l'avait mauvaise de pas être mieux servi que la vingtaine de clampins qu'on était. Mais l'armée c'est comme ça. Ça t'apprend à pas péter plus haut que ton cul. Enfin, sauf si t'es général. Là, tu claques les doigts, t'as 3 gonzesses qui rappliquent pour te polir le chinois. Ou des gonzes. Elles sont pas sectaires les mecs. Donc ça faisait 6 mois qu'on attendait les colis. 6 mois de grand n'importe quoi. Au début, il y avait un semblant d'ordre. Mais le désert, ça fait mal. On a le cerveau qui bat la campagne rapide. On aurait dit un foutu camp de hippies, le bordel. Des draps sur les hélicos pour éviter de dormir avec les bestioles sans avoir à fermer les portes et finir dans un four. Les machines étaient remplies de rouille. Je suppose qu'elles n'étaient pas censées rester là longtemps. Les gars, vous avez de quoi entretenir vos machins, parce que le désert c'est humide, et la ferraille ça aime pas bien ça, l'humide, que Richard leur avait fait. Se sont foutus de sa gueule au début. Et puis quand les bananes se sont mises à virer cramoisi, les gars sont carrément partis en dig-dig. C'est moche à voir un capitaine qui se laisse aller. C'est pas un exemple pour les troufions quand les chefs virent l'ouf. Merde, je suis sûr que si on avait eu de quoi se droguer, on aurait pu faire de cet endroit un paradis. Un genre de camp de retraite pour piétailles désabusés, déchiré 24 heures sur 24, à écouter le vent dans les draps accrochés aux hélicos. On en avait parlé avec Richard, mais faire venir de la bédave jusqu'ici, ça rimait à rien. On aurait pu faire pousser direct, mais la flotte c'est toujours un problème. Surtout avec notre robinet qui lâchait 2 gouttes quand il était en forme. Ah bon, on avait toujours l'alcool réglementaire, du rouquin, du whisky et du gin. C'était pas mal. Ça permettait de passer le temps et puis d'oublier qu'on était perdu et abandonné sur une planète pourrie. On a beau s'en foutre, mais ça fait un pincement au cœur quand même. Au moins on n'avait pas de famille sur Terre à qui manquer. Mais merde, une petite carte postale et de la part du haut commandement, ça leur arracherait la gueule. Ça n'est toujours pas ce qu'on attendait de nous d'ailleurs. 6 mois après l'arrivée de la tribu et la commande des tentes et compagnie, on a reçu le petit message de livraison. 2 jours plus tard, on se marrait comme des quiches devant la gueule des chefs, dégoûtés, parce qu'il n'y avait que 2 tentes de livrées et quelques munitions. Alors là, après ça, c'était fini le moral, ça partait en vrille totale. Tout le monde avait lâché l'affaire. On avait tenu encore 6 mois de plus comme ça. Ils venaient pas avec nous à l'hélico qu'on avait appelé P4, là où on fumait, buvait et se les vivait comme des rois. Mais je suis sûr que même les chefs fumaient le calumet de la paix dans leur tente. Ils avaient collé les 2 nouvelles l'une à l'autre et s'en servaient comme un dortoir pour les plus gradés. Un jour que je posais une sentinelle avancée, un putain de bruit m'a vrillé les tympans. Je me suis torché rapido. J'ai cavalé jusqu'au camp et j'ai vu des avions arriver. Putain, on n'est jamais tranquille. Mais c'était pas des vieux bidules ce coup-ci. Non, là c'était de la technologie à l'état pur. Des trucs énormes, un boucan à réveiller les morts, avec des réacteurs qui bougent et pivotent et tournent et tout le bordel. Ça a fou les jetons ces merdes. Ils ont à peine ralenti, ont déposé leur colibard et ils se sont fait la malle. La joie dans les yeux de la chefferie, fallait voir ça. C'était Noël en avance pour eux. Tout était là, tente, sac à remplir de sable pour des remparts,
armes, munitions, et j'en passe et des meilleurs. Sauf que c'était pas ce qu'ils avaient demandé. Enfin, pas exactement. En s'approchant des trucs, ils ont vu des stickers non militaires dessus, et que c'était protégé par un code qu'ils avaient pas. Oh la vache. Ah, je vais bien faire une croix sur mon salaire rien que pour revoir leur gueule. Un message est arrivé dans la vieille tente qui leur servait maintenant de QG. Ils débaroulent, hystériques les mecs, en hurlant sur tout le monde. Les journalistes débarquaient. À ce moment-là, je crois que je pleurais de rire. C'était trop magique, trop pur. C'était pour les journalistes tous merdiers. Ah merde. C'était leur camp, leur tente, leurs armes. Ils allaient faire la gueule des rupins en arrivant. Par contre, on a commencé à faire la gueule, nous, quand on nous a expliqué que c'était notre boulot de monter leur camp. Ça nous a pris 3 semaines à pelleter du sable et à monter des tentes pour ces gratte-papier. Ah bon, ils ont eu une surprise en ouvrant leur sac de couchage, si vous voyez ce que je veux dire. 2 ou 3 jours après avoir fini, les gars ont débarqué dans des hélicos ultra classe. Les machins qui n'existent même pas dans les brochures. Les portes s'étaient ouvertes, sur un intérieur velours rouge, moquette épaisse et musique à fond. Ah, les engelures étaient bourrées au champagne et petits fours. Des transports transformés en caboulot avec de la paillassonne qui gloussait en arrière-plan. Les Pékins débarquent donc et sont emmenés dans leur camp par notre doublard. Ah, le lendemain, je chantais pas trop pour ces pisseurs de copies. Fini les bouteilles de roteuse et les copines. Maintenant, c'était désert, chaleur et ennui. Les gars et la nana, il y avait une frangine et j'avoue qu'en la voyant, j'ai eu le Mikey qui a trembloté un peu. Il se démonte pas. Nous devons aller au poste avancé de cette planète. Est-ce qu'on peut nous y emmener tout de suite? Mais bien sûr, mes petits agneaux, moi je vous y emmène, que je leur ai fait. Ils m'ont suivi jusqu'à notre camp. Ah, je les ai bien vus qui attendaient d'un air dégoûté. Je vais chercher le sergent, bougez pas. J'ai dit au cerbère devant la tente que je voulais parler au sergent. Lequel? Qui me fait. Je m'en cogne, c'est pour les journaleux. Il rentre en silence, j'attends, il ressort et il me dit de rentrer. Bon, déjà, rien que là, ça commençait à me gonfler toutes ces allées et venues pour rien. C'était pourtant pas compliqué. Je voulais qu'un connard de gradé aille parler à ces débiles pour que je puisse aller me mettre une muffée à coups de requin. Alors je suis rentré. Il y avait tout le monde ou presque là-dedans. Ils regardaient une carte et ils ont tous tourné la tête quand je suis rentré. On vous a pas appris à saluer pendant vos classes? Que m'a balancé d'emblée le capitaine qui, avec les gratteux dans le camp, cherchait à rétablir l'ordre et la loi. On m'a pas appris grand-chose cette semaine-là. Moi et ma grande gueule. Je me suis pris un coup de trick derrière les genoux, je suis tombé de douleur. Quand vous adressez à moi, foutu con, c'est en m'appelant capitaine, c'est clair qu'il m'a craché au visage. Je me suis relevé et j'ai esquissé un vague salut de merde pour qu'il me foute la paix. Moi, je cherchais rien pourtant. Je voulais juste retourner picoler. Je leur ai expliqué que les journalistes sont réveillés et qu'ils veulent aller au poste avancé. Ah, sauf que le poste avancé, c'est nous, et j'ai pas le cœur à leur dire, mon capitaine. Eh merde, mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Qui m'a rétorqué. Ah, moi, je me suis dit pour moi-même que cette vieille carne aurait pu m'écouter direct au lieu de vouloir faire son autoritaire. Bref. Quand on voit comment le camp se laisse aller, par votre faute, on ne s'étonne pas de leur incrédulité. Ça, pour faire des phrases, il y avait du monde, en flux. Il est sorti, énervé, de la tente. Moi, j'ai un peu attendu. J'étais autour de moi, j'ai bien vu que je dérangeais le reste. J'ai salué, ils ont levé le menton roulant des yeux et ils sont retournés à leur paplard. En sortant, je me suis demandé ce qu'il peut bien y avoir sur la carte. Il n'y a rien ici, à part du sable. Ça devait être une carte toute jaune. Et je me suis marré tout seul de cette remarque en imaginant un bout de papier juste jeune poussin et ces glandus qui se grattaient le menton autour. Oui, effectivement, c'est bien jaune. Oui. Bande de couillons. J'ai croisé le Richard qui me pointe, hilar, le capitounet en sueur avec les journalistes. J'ai levé la tête de mes pensées. Et j'ai vu au loin le patron qui tentait de garder la face en étant digne devant notre camp de manouches. Avec Richard, du coup, on est retourné à P4. On était raide. Quand un mec débarque super excité en nous expliquant que les journalistes étaient dans l'attente des vieux et que leur camp était désert. Qu'est-ce que ça peut foutre, abruti? Lui répond Psycho. Un troufion qui, avant, se la jouait règlement,
mais qui maintenant était le pire envapé du groupe. On l'avait ramassé à l'hôpital lui aussi. Ah, le pauvre Guivre avait perdu une de ses guitares dans la bataille, où on était morceaux avec Richard. Il avait marché sur une mine de matou. Mais c'est pas les mêmes que les nôtres. Celles-là, elles explosent juste pour te faire perdre une guibole et tu te vides pas de son sang. Tu peux juste plus marcher ou quoi et puis t'attends que les chats viennent te bouffer. Ah les vicelards. Il avait eu de la chance. Un autre grivier de son escouade lui avait sauvé les fesses. Au final, la mine lui a sauvé la jambe. Merci les poilus. Il lui avait reconstruit le membre et pour ça, il était éternellement reconnaissant envers notre bonne armée. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il se rende compte que, comme tout le monde ici, il s'était fait méchamment enfiler et qu'il était une marionnette sur le bras de l'armée. Bon, faut avouer, on l'a un petit peu aidé à ouvrir les yeux. On était de l'anti-propagande pure avec Richard et quelques autres. À coup de rouquin qu'on l'avait recruté dans notre groupe de traîne savate. Pour les journalistes, l'autre rétorque que vu la gamme des bonhommes, il y avait sûrement des trucs à piquer. Oh bordel, j'ai jamais vu autant de mecs prêts en moins de 30 secondes. En tout cas pas ici. Tout à coup, on était sobre, silencieux et mortel. Ah, si les chefs voyaient ça, ils seraient presque fiers, je suis sûr. On débarque comme des ninjas, on fouille les tentes une par une. Première tente, c'est celle de la nana. Ah, il en fallait pas plus pour que les autres voyous, vas-y que s'arniflent les sous-vêtements dans un râle de serre en rut et compagnie. On était obligé de leur allonger des avoines pour qu'ils la ferment, ces cons. Henri, ce vieux cradingue, il en avait volé une dans le panier de linge sale. On l'a su qu'après. On avait été obligé de faire parler le savon, un pauvre corneau, il apprendra jamais. Donc à part mater des photos d'elle en maillot de bain qui se chope un cancer sur une planète plage quelconque et attendre que les autres finissent de se pistonner, il y avait rien à faire ici, alors on a changé de tente. Et c'était les mêmes merdes partout. Du matos high-tech, des télés, des ordinateurs. On n'était pas tombé sur des créatifs. La dernière tente, par contre, ça c'était autre chose. C'était un genre de putain de caverne d'Ali Baba. Des clopes, de l'alcool et surtout de la drogue. De la bonne herbe et un peu de flocons. Au début, on avait pris alcool et clopes. Mais quand on est tombé sur la poudre et le gazon, on a tout reposé. Ils auraient pu gueuler sur le vol de clopes, mais pas la cam. On est rentré à P4 avec les poches remplies de drogue en tout genre. Il allait faire la gueule le mec. Nous par contre, on serait au pays des merveilles. Dans l'hélico, il y avait un bout de notre équipe de soudards. On ouvre la panque à camphre pour que chacun y dépose son fad. On avait décidé de faire pot commun au final. Les autres, voyant ça, nous ont servi le bain de pied. Le rouge qui restait y est passé. Façon de nous remercier, quoi. Le lendemain, le journaliste, Pomic ou Poric ou Potic, enfin bref. Et ce mec s'est pointé à P4 en gueulant qu'on était la pire bande de salauds que la Terre ait connue, qu'il savait qu'on avait fouillé et que ça se passerait pas comme ça, etc. Enfin bref. Johnny, un pote de la bande, il lui a dit d'aller bien se faire enculer. Qu'il pouvait rien faire et que s'il veut régler ça entre hommes, c'est possible. Ah, il était comme ça, Johnny. Il était franc et il balançait direct. Le journaliste était un peu pâle, qu'on était tous soudés et que s'il restait, ça allait chever pour lui. Moi, j'avoue, on n'a pas été très classe après ça. Chaque fois qu'on le croisait, pour bien faire comprendre qu'on n'hésiterait pas, on le regardait de travers et on caressait nos armes. Façon de lui dire qu'on était prêts. Il avait fini par fermer sa gueule et baisser les yeux en nous croisant. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de toute façon ? Il était seul contre une bande de camés armés. On avait gagné un autre souffre-douleur. On s'était pas arrêté là. Gorg avait fait un autre raid et avait soulevé des clubs de golf à un autre journaliste. Alors, pourquoi ce mariole avait apporté ça avec lui ici, c'est la question qu'on s'est tous posée. Il s'imaginait peut-être débarquer sur une planète recouverte d'herbes bien vertes et bien fraîches. Raté, c'était jaune et chaud. Olin, je crois, ou un autre nom de jeune trou-duc quelconque, a débaroulé sur notre terrain de golf, qui en fait était juste un endroit un petit peu plus plat que le reste, mais toujours avec du sable.
C'était lui le journaliste à qui on avait piqué les clubs. Il avait mis du temps à s'en rendre compte, le modeux. En tout cas, nous on s'amusait avec quand il arrivait, rouge et en sueur, sapé comme un prince. C'était pas du tout adapté pour un désert. Entre deux swings, il avait tenté de récupérer les clubs de force. On n'était pas d'accord, bien sûr. Alors c'est parti dans une bastonnade. Chacun tirait sur le club que l'autre voulait récupérer. Et en se débattant comme ça, je crois que Richard s'en est pris un coup dans le tibia. Ah, ça nique bien le tibia. En plus, il était raide à la blanche, le Richard. Il est tombé en se tenant la jambe et en hurlant « Médecin, médecin !» On était tous morts de rire en le regardant hurler, le regard vide comme s'il venait de se prendre un coup de rayon. Gorg, lui, il continuait de swinguer. Le pisseur de copie bougeait plus. Et je pense qu'il en croyait pas ses yeux de notre connerie. On était juste complètement saoul et drogués. Finalement, Olin, il avait lâché l'affaire. Et il était reparti en insultant et menaçant d'aller parler au capitaine. On aurait dû l'écouter et lui rendre le merdier parce que 2 semaines à creuser des tranchées autour du camp en plein cagnard, ça vous fait passer l'envie de jouer au golf. Mais avant de pelleter, on avait été obligé de lui rendre ses affaires dans un genre de cérémonie avec nos excuses et tout. On avait promis, main sur le cœur, qu'on recommencerait pas. La 3e victime était désignée. Ah, il allait manger lui aussi. Dans le désert, on trouve des bestioles hostiles. Des trucs capables de vous tuer en 2 secondes rien qu'en vous touchant. Et, en creusant, Fabien, qu'on appelait Babou, avait troublé le scorpion local planqué dans une espèce de nid. Il était pas mortel. Une des rares saloperies à pas vous tuer ici. Ah, par contre, une piqûre et c'était 24 heures de douleur intense. Très intense. Doit bien y avoir un sérum quelconque quelque part, mais en tout cas pas ici. Faut que je vous dise d'abord que le Babou, c'était un velu. Il plaisantait pas avec les vengeances. Personne ne l'emmerdait au camp, et surtout pas moi. Une chance que, de base, ce soit un gentil. C'était un pote qu'on avait croisé en tôle d'ailleurs. Il avait pété la gueule d'un clampin qui avait fait chier une serveuse ou un truc du genre. On avait continué notre route, de notre côté, et lui du sien. Et voilà qu'il avait débarqué ici dans les hélicos. Ah, la vie c'est dingue, et la galaxie c'est tout petit. Donc, pour sa vengeance, il avait pris une bouteille qui traînait et avait foutu la bestiole dedans. Ensuite, il s'était introduit dans la piole de notre golfeur du désert et balancé la bestiace dans les draps. On avait dû l'entendre hurler jusque sur terre, je crois. Quand on le croisait, on faisait un crochet avec l'index en mimant la piqûre. Ah, ça nous a tenu une bonne semaine, la blague. Personne ne savait exactement ce qu'ils glandaient là, les journalistes. On avait entendu dire qu'ils venaient filmer un camp avancé humain, histoire de vendre du rêve à ceux restés au bercail, les harpions bien au chaud devant la cheminée. Mais en fait, la vraie question c'était pourquoi ils s'étaient pas rendu compte que, clairement, on n'était pas à un poste avancé. Haute technologie et tout. Je crois que le capitaine avait réussi à leur monter un char et qu'il patientait. Ah ça, il était fort le vieux, et autoritaire. Surtout devant la bande de jeunes, il avait dû être convaincant. Le battage avait fait son temps malgré tout. Et les nouveaux posaient des questions. Pourquoi les hélicos sont d'ancienne époque? Et surtout, pourquoi sont-ils cloués au sol? Avez-vous les compétences pour mener à bien une opération comme celle-ci? Où avez-vous étudié? Pensez-vous qu'on puisse dire que vous avez échoué totalement à la mission qui était la vôtre? La mission? Quelle mission? Vous avez rien dit? Demandé ou quoi que ce soit? Chaque fois, le Kabir arrivait à détourner la question ou répondait en les enfilant avec les mots. Et était fort pour vous lâcher une réponse maison, emballée propre et bien tassée, que vous en mangiez votre consigne. On avait bien accroché avec 3 journaleux. Vince, Cristobal et Bugep, qu'on appelait Buge pour faire plus court. Je crois qu'en fait Bugep, c'était son nom de famille. On leur avait ouvert l'accès à P4, ils venaient régulièrement se les coller avec nous et c'est comme ça qu'on a su que on était perdus sur une planète perdue. Pour rien.
Vince, il avait fait ses études sur Veganus, une planète qui servait qu'à ça, la formation du personnel administratif. La presse étant contrôlée par le Haut Conseil au gouvernement de la Terre et ses colonies, il n'existe qu'un seul journal distribué dans toutes les planètes où l'homme a posé ses vaisseaux. Il était pas vieux le bonhomme, mais il en avait dans le cerveau et c'est ça qui compte. Il avait couvert pas mal de saloperies pour le journal, et il avait pigé que tout ça c'était de la blague, et qu'on se foutait franchement de notre gueule. Il écrivait pour lui aussi. C'était d'ailleurs son truc, le roman. Il écrivait dans le journal juste pour avoir du fric et puis pour écrire pour du perso. Du journal pour l'entraînement, quoi. Il avait un bon style, un peu forcé, on sentait qu'il voulait faire le mariole. Des fois, il nous lisait sa prose dans l'hélico. Bah, ça berçait les fracassés de la vie qu'on était. Et puis ça rendait le trip plus plaisant aussi. J'adorais ces petits poèmes. C'était mielleux et tout, genre accroché à votre sourire toute la journée, j'en oubliais ce terrible vide sous mes pieds. Ou encore l'ennui était pour vous, souffrant je fus et fou, vous ne me souffrez plus et je m'ennuie de vous. Ah, je m'en souviens plus trop. Faudrait aller lui demander de vous les babillarder. Cristobal, lui, c'était autre chose. Ses parents l'avaient obligé à faire ses études de gratte-papier. Mais lui, ce qu'il aimait, c'était la guerre. Du coup, il était sur tous les fronts à balancer de la grenade et lâcher ses plus beaux rayons rouges. Il écrivait vite fait, mais c'était plus des télégrammes d'information dans un style sobre et direct. Comme lui, en fait. Il était discret comme Mignard. Mais pareil qu'à la castagne, c'était pas un timide. Il était bâti comme une armoire, mais tendre comme un agneau. Ça me faisait mal de le voir abusé un peu par la grisette pour qu'il avait le béguin. La Roxy. C'était le nom de la nana qu'il menait par le bout du nez, qui servait de sa gentillesse pour en faire ce qu'elle voulait, et pendant ce temps-là, elle rivochait dans le Peugeot d'un autre. Ah, lui, il cuisinait comme un chef, mieux que le nôtre d'ailleurs. On piquait des trucs à la cuisine, et puis il nous mitonnait des petits plats qui nous faisaient plus voyager que n'importe quel vaisseau spatial. J'ai visité plus de monde dans cet hélico avec mes falandelles que pendant les années d'armée. Au final, c'était Buge. Un mec super cool, gentil comme pas permis. Il avait la main sur le cœur et il vous donnerait sa Smith si vous en aviez besoin. Il nous avait dit qu'ils avaient débarqué ici parce que le haut commandement voulait montrer la toute supériorité technique et militaire de l'humanité face aux saloperies de l'espace. C'était la meilleure. Ils avaient sélectionné durement des journalistes accrédités à venir filmer et écrire sur les héros de la Terre. J'avais lu un truc dans un bouquin poussiéreux un jour. Le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit. Ça résumait plutôt bien la situation. À force de pressionner le cuistot pour le picrate, il en commandait tellement, avec la bouffe qu'elle est avec, que le sommet de la pyramide était persuadé qu'on était 10 fois plus ici, et que c'était une opération de grande envergure. Personne ne les avait contredits d'ailleurs. Même pas le capite qui était bien content de manger et boire plus que le réglementaire. Il nous avait raconté que des rapports de rapports avaient validé l'information, que la chaîne administrative avait fait son boulot, c'est-à-dire noyer le tout dans un flot de chiasse et le perdre au fond d'une archive quelconque dans le centre administratif de citoyenneté militaire. C'est pas dur de paumer des trucs là-dedans, le centre il fait des kilomètres et ses couillons aiment toujours autant de papier. Des fois j'oublie qu'on vit autrement que mes arrière-grands-parents. En tout cas, ils ont mis 6 mois à convoquer les officiers du journal et entamer le recrutement des journalistes. La nouvelle s'était propagée dans le camp du coup. Ah, le bordel que ça avait foutu. Là, le capiston, il avait plus le choix. Réunion dans la tente avec les aligneurs de mots pour leur expliquer que c'était ici le camp avancé et qu'il se passait rien. Je me souviens, il avait même fait une blague. Madame, messieurs, comme vous le savez ici, il n'y a personne à part nous. Nous n'avons jamais croisé qui que ce soit, pour le moment, et il n'y a pas un chat, et ce n'est pas une expression. Ah, l'enfoiré. Je dois admettre qu'elle était bien bonne. Surtout que c'était ma blague à la base. Chez les journaleux, ça se criblait au charron. Ils étaient pas contents, les loulous. Ah, ils voulaient contacter le commandement et tout raconter, les salauds. On avait réussi à négocier qu'ils ferment leur tirelire, et en échange de bouffe et d'interviews.
Ah, j'avais aucune envie de raconter ma vie à ces débiles. Mais j'avais pas plus envie de partir claquer quelque part, me vidant de mon sang pour qui que ce soit. Et la vie est ironie. Les interviews avaient pris une bonne grosse semaine. Une semaine de rigolade. À la fin, on avait fait une sacrée fête pendant laquelle on avait maté les interviews de tout le monde. Avec le plus grand feu de camp qui existe, on avait grillé une tonne de viande et sorti un max de bouteilles. Barbecue géant, c'était dingue, complètement dingue et génial. Même Olin et les autres qu'on pouvait pas blairer, ce soir-là on les aimait. Ça dansait autour du feu, l'alcool ralentissait la scène dans mon cerveau, les draps volaient, accrochés aux hélicos. On avait réussi à mettre de la musique sur les haut-parleurs et elle inondait notre fête. Je voyais certains de notre groupe griller une sèche avec quelques journalistes. Ça rigolait, ça discutait, ça se tapait fort sur l'épaule. Pour la première fois, on était presque tous frères et sœurs. Même le patron, il se marrait. Les grades n'existaient plus ce soir-là. Et je les voyais servir des verres aux gars et aux donzelles. Je levais le coude et je chantais les vibrations me presser les poumons. Ah, j'étais bien et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bien. Des fois, il y a un gonze qui passait, il me racontait un truc. Mais je m'étais trop piqué le nez pour comprendre et dégoiser. Alors il faisait que passer. On fait tout ce que passer dans la vie. C'était la vie en accéléré quelque part. La galerie venait, restait 5 minutes, et repartait. C'était presque un ballet, mais avec des ivrognes. Même le capitaine était venu me voir. Vous passez une bonne soirée, j'espère, soldat. Ça sortait un peu de nulle part. Oui, très bien, merci mon capitaine. Vous ne buvez rien? Allons, prenez une bière. Et il m'avait coulé une boutange dans la paluche. Il m'avait ensuite demandé mon avis sur la femme journaliste. Ah, c'est une rempardeuse, monsieur, elle traîne autour des soldats. Il m'avait remercié de mon avis franc et que c'était ça qu'il aimait chez moi. Ça m'avait un peu étonné. Je crois qu'elle a quand même fini dans le puits du capiche. Le lendemain, c'était distribution d'aspirine pour tout le monde. Mal de cheveux et gerbes. Ah, notre camp était plus miné que le barrage spatial de Monlona. Valait mieux pas traîner dehors sans ses bottes. Et nous, on avait piqué celle d'Henri. Obligé d'être en chaussettes. Il était tellement bourré qu'il avait marché dans son propre vomi. Je crois bien qu'on avait mis 2 semaines à tout remettre en ordre. Bon, on faisait quand même des rondes, parce que, on sait jamais. Déjà, les chats pouvaient se radiner, mais surtout, si les huiles décidaient de venir fourrer leur nez ici, on était marrons. Alors on se baladait, puisqu'on patrouillait d'ailleurs. Et j'étais parti avec Vince, Psycho, Johnny et Ballardu. À un moment, on s'est arrêté taper la graille, et Psycho avait besoin de faire quelques trucs sur sa jambe. Vince, toujours à l'affût de bonnes histoires, il a commencé à cuisiner le vieux. Et raconte-nous donc ton passage chez les forges spéciales, Ballardu, qu'il a fait direct, en se fourrant un gros morceau de ration dans le museau. Le vieux, d'habitude, il envoie promener les journalistes qui lui demandent ça. Là, je sais pas. Il avait pas fait son sucré, et il avait jaspiné direct. Il avait commencé à raconter la fois où il avait été envoyé sur NGC 485Y63. Apparemment, ils n'avaient pas donné de nom à cette boule. Et comment il a presque assassiné l'empereur fou de ce caillou, Émaillère. Alors, l'histoire, c'est que notre Haut Conseil au gouvernement de la Terre et ses colonies avait déjà placé un rupin là-bas, Barlemsen, un dictateur de merde qui faisait que s'engraisser, persuadé que le seul soutien de notre gouvernement suffirait à le maintenir en place. Émaillère, c'était son second. Bien sûr, c'est lui qui faisait tout le boulot pour l'autre cave. Et puis un jour, il en a eu plein le cul. Je le comprends. Alors il a commencé à monter son petit plan, avec l'aide de sa garde personnelle, pour virer les fesses grasses de l'autre débile. La garde, c'était 3 mectons. Onomi, Moritz et Brugien.
Ballardu, il retenait tous les noms de ses opérations. Ah, il était balèze pour ça, le salaud. Il disait que comme ça, il avait pas besoin de noter et que ça limitait les fuites. Il avait commencé à balancer des rumeurs auprès de leur peuple, à NGC machin là. Et c'est d'ailleurs comme ça que chez nous, on en avait entendu parler. Le peuple, prêt à balancer les fourches sur la gueule du gros Léon, était derrière Émailleur, qui leur avait promis de la bouffe, du boulot, et puis tous les trucs habituels. Ça plaisait pas trop au gouvernement tout ça. Bien sûr, ils préféraient un mec qui puisse manœuvrer peinard, et du coup, ils ont tenté de retourner la tendance en infiltrant des mecs à eux, qui balançaient des rumeurs, qui distribuaient des tracts pour tenter de décrédibiliser Émailleur. Mais le gonze était trop populaire et le mouvement trop avancé. Le peuple était complètement attaché à la cause et il voulait fumer le Barlemsen. Du coup, comme d'hab, retournage de veste chez nos patrons. Et au dernier moment, ils ont laissé tomber le dab. Classique chez nos fils de pute des dirigeants, qu'avait commenté Johnny. On était comme des gamins autour du feu, la nuit à écouter les histoires du vieux. L'ancien dictateur avait été amené sur la place publique de la capitale pour son jugement. On s'est tous bidonnés au mot jugement. Déjà parce que c'est pas franchement le truc qui existe de façon officielle, alors j'imagine bien que les mecs l'ont fumé cash. Ils avaient fait un genre de couloir humain, avec tous les bonhommes qui avaient envie de tabasser les traîtres. C'était un ramassis de pecnos qui avait apporté fourches, bêches et autres rappointis du genre. Le but, c'était de faire défiler les mecs au milieu de tout ce monde-là pour qu'ils leur tapent dessus. Ils avaient aussi rassemblé tous ceux qui avaient fait copain-copain avec l'ancien régime pour les faire défiler avec leur chef. C'était la foire à la manivelle. Un par un, ils se sont fait tabasser à mort. Après ça, la Terre avait envoyé un diplomate. Faire genre entretenir les bonnes relations. Ah, bien sûr, les mecs étaient pas cons. Et puis surtout, ils étaient encore bien énervés. Ah, le diplomate, il a pas fait 1 heure sur place. Ah, c'était trop. Fallait qu'il sauve la face. Notre voyoucratie avait donc décidé de lancer de l'opération spéciale et dézinguer le connard. C'était apparemment l'une des premières opérations de Ballardu, à qui on avait dit qu'Émailleur assassinait et enfermait les dissidents de son régime totalitaire. Le Ballardu, il y croyait à tout ça. Et pourquoi pas d'ailleurs. Ils ont donc débarqué sur la planète façon clandestin, sauf que quelqu'un avait vendu la mèche et ils étaient attendus. Alors, l'arrivée s'était super bien passée. Tout le monde est descendu peinard comme prévu. Une fois arrivé sur l'astrophore, d'un coup, les portes automatiques se ferment devant eux. Et les défenses automatiques se mettent en marche. Le tout dans un son strident et surpuissant, du genre qui vous fait perdre l'équilibre. À ce moment-là, Ballardu avait fait une pause dans son histoire. On sentait qu'il en avait gros sur la muette, et c'était même dingue que cette montagne de muscles, cette piscine de testostérone, soit bancale d'un coup. Alors tout le monde se tait. Plus rien ne bouge. Si notre pacha sur Terre avait lâché une caisse, on l'aurait entendu, je suis sûr. Ballardu crache par terre et dit « Bah, c'était une mission de merde de toute façon pour des connards. » À ses yeux, on voyait que ça avait dû être un carnage là-dedans. 20 mecs enfermés entre 4 murs, découpés à la 30 mm rotative. Ballardu et puis 2 ou 3 autres, descendus en dernier du vaisseau, avaient été coupés de leurs équipes, et heureusement au final, mais ça le foutait en l'air visiblement. Ils sont restés 2 semaines sur place, à se planquer en attendant de pouvoir partir sur un autre zinc. Ça avait dû être quelque chose de dur. Ballardu et les autres y voulaient retourner. Balancer une bombe ou un truc comme ça, mais l'histoire avait fait surface sur Terre, et puis les derniers à qui restait une conscience avaient gueulé. Du coup, ils ont rompu toute communication et tout commerce avec NGC 480 machin, et puis voilà. Comme si de rien n'était. Ballardu, il a complètement fondu un fusible. Et il s'est engagé dans toutes les missions merdiques qu'il a pu trouver après ça. Pour sa dernière, d'ailleurs, il devait venir ici pour charcuter du grippard. À la place, il avait trouvé la retraite qu'il méritait et je crois qu'il était bien content au final.
On a continué notre virée le long de l'itinéraire habituel dans un silence de cathédrale et, chose rare, on a croisé une bestiole locale qui ressemble un peu à un petit bœuf plein de poils. Sûrement le dernier de son espèce même. Et Balardu l'a battu direct, propre et net. On avait fait un petit feu pour le bouffer et Johnny, qui nous avait caché ses talents de cuisinier, avait préparé le machin. On se marrait doucement au coin du feu, on se réchauffait, mais pas physiquement, plutôt comme des potes qui restent ensemble et qui se tiennent compagnie. Pendant qu'il préparait la bouffe, Johnny nous racontait comment il avait terminé dans l'armée en montant un plan carotte à un caclon. Ah bah il le savait pas que c'en était un de général. Et puis bah comme pour nous tous ou presque, c'était le frigo ou le club des jouets géants verts. En nous servant la bectance, il nous avait ajouté: J'ai mis un assaisonnement spécial en clignotant de l'œil. Ah, on allait planer sec. Et puis, on a entendu un bruit d'alarme. Mais c'est Seiko qui l'a entendu en premier. Parce qu'il paraît que les jeunes, ça entend mieux certains sons. Il avait pointé le bras du Balardu et avait dit: mais c'est quoi qui sonne comme ça? Alors on avait tous fermé nos mouilles, et là, ah putain, j'en flippe encore. Balardu est devenu blanc comme un linge, et je peux vous dire que quand on voit ça, il y a de quoi se faire des cheveux. L'ancien s'est levé en balançant de l'insulte comme on récite un chapelet, s'est mis à fouiller son sac et a sorti un écran. Petit, passe-moi ta radio, qu'il a fait. Alors je l'ai sorti et je lui ai donné, et il a ouvert une petite trappe sur le côté que j'avais jamais vue de ma vie, et il en a sorti 2 câbles, et une antenne. Il a branché tout ça sur son petit écran, l'a tapoté en gueulant, on regardait son écran et tout à coup, l'image est apparue. Au moins 2 croiseurs, quelques porte-drones et des transports de troupes. Fallait pas croire, mais il était loin d'être con, Balardu. Et avec Gorg, peu après que les militaires soient arrivés, il avait géré son propre réseau de surveillance et balancé quelques drones espions là-haut. Ah, on était tous sous le choc. Bordel, mais comment ils nous ont retrouvés, que j'ai lancé au vieux. Ah bah ça, à force de se faire livrer de la bouffe par container entier, fallait s'y attendre. Faut prévenir les autres, merde, qu'avait tout de suite dit Seiko. Ah merde. Et on a retour couvert de sable, tout notre merdier, et on est tous partis en courant. Ah, c'était pas franchement une partie de plaisir, moi je peux vous le dire. On avait couru tout le long de ce foutu désert, on courait sans s'arrêter. On en gerbait de douleur tout en courant. Ah, la barbaque dans le vide, ça aidait pas. J'étais sûr qu'on était perdus. On se cassait la gueule du haut des dunes, on roulait, on avalait du sable, et à chaque fois j'avais une trouille bleue d'avaler au passage un scorpion ou une sale putain de bestiole mortelle. Et puis après 2 heures de course, j'ai aperçu les hélicos et nos raclos qui se marraient autour. Ah, je voulais pas être celui qui allait foutre la fête en l'air. Alors j'ai regardé Vince et je lui ai dit ah vieux, vas-y toi, je peux pas moi. Leur dire qu'ils vont tous scanner dans les heures qui arrivent, c'est pas possible. Alors Vince va voir ses potes et le reste du club, et pendant que moi, je fonce avec Balardu vers la tente du capite. Ah, on était absolument dégueulasse. Le sable avait collé au vomi, on pue à 300 km. Ils se retournent vers nous, l'air dégoûtés, comme s'ils avaient jamais vu des soldats qui revenaient de la guerre. Et bordel, vous pourriez au moins vous essuyer les pieds en rentrant dans ma tente. Il avait laissé tomber les ordres et la manière. Et là, Balardu sort son appareil et le jette au capitaine. On a 2 heures, peut-être 3 selon les soleils. Quelque part, j'étais content de voir la gueule du capitaine pâle comme un cul. Et puis je me suis rappelé que j'allais y passer aussi. Putain de bordel de merde. Il a continué comme ça pendant 5 minutes facile, le vieux. Puis quand il s'est arrêté de cracher son venin... Et vous êtes sûr? Mon capitaine, la preuve est sous vos yeux. C'est une flotte de félins qui débarque, qu'avait répondu notre Balardu. Ah, elle était repartie en boucle de saloperies et d'insultes sur les mères des chats. Du coup, moi je m'étais mis à m'imaginer des chats en train de tringler et de se reproduire.
Ah bordel, j'aurais préféré mourir que d'assister à ce genre de saloperie. Vous m'avez entendu du con qui m'a fait d'un coup le Kabir. Je le regarde dans le vague. J'avais encore la gueule du chat en train de monter sa rombière et son feulement en gros plan. Il me rebec d'alerter la base et de mettre tout le monde sur le pied de guerre. Mais j'ai pas pu m'empêcher de bidonner au mot base. Ah, ça m'avait valu un coup de trick dans les dents. Il est allé vers la radio et moi je suis sorti en crachant par terre mes morceaux de gencive et du sang. Dehors, je me suis posé 2 minutes pour écouter aux portes. Enfin, à la tente. J'ai entendu parler, les huiles pour faire sans rapport. Il gueule que les chatons déboulent et qu'il y en a à peine plus de 100 ici. De l'autre côté, ça a dû se la jouer règlement parce qu'il a commencé à insulter le buveur d'encre. Je me ferai un plaisir de laisser votre adresse bien en évidence pour qu'ils viennent vous violer, vous bouffer et faire des manteaux de peau avec vos gueules. J'ai toujours su que c'est un créatif, le piston. En partant, je l'ai entendu dire « Non, nous ne sommes pas 7000, nous sommes 108. Sauf votre respect, votre rapport se trompe, monsieur. » Ça sentait le général de l'autre côté pour qu'il soit poli à nouveau. Dans notre base, donc, comme l'avait appelé ce clan de clochards de l'espace, j'ai vu que tout le monde était en panique. Ils avaient tous des mines mâchées de billets de banque. Ou presque tous. Ah, j'ai bien vu que Babou et Balardu avaient un début de Gaule. Ils étaient beaucoup plus lents que les autres. Ils avaient une table devant eux, avec des flingues, du matériel que j'avais jamais vu, des fringues de combat et des couteaux de toutes les tailles et toutes les couleurs. Ils essayaient plusieurs types de vaisseaux holographiques. Ils ont pris des gants et plein de trucs que j'ai pas eu le temps de détailler dans des sacs à dos. Moi, j'ai juste pensé... des gants, par cette chaleur. Ah, faut être un sacré sinve pour penser à des trucs aussi niais dans les derniers instants de sa vie. Et puis ils sont partis. Ils ont disparu derrière les tentes. Moi, je me suis pointé au milieu de tout ce merdier. J'ai hurlé comme un sauvage. Bon, les filles, il nous faut des sacs devant. Damlek, Alex, organisez ce foutoir qu'on est tous à de près rapido. Et faites ça bien qu'on soit pas emmerdés. Ah, je me sens chaud et je continue. Faut creuser ici et là. Guirodo, Mofala, Pimpa, trouvez-nous des pelles et je veux qu'on puisse s'enterrer. J'ai pointé des endroits complètement au hasard du doigt. Était complètement con le capitouche de demander aux guignes de service de faire l'organisation. En tout cas, faire semblant c'est efficace. Ils ont arrêté de flipper comme des louartis, encore un peuple de merde, et ils étaient franchement tous sauf prêts. La moitié avait pas de chemise, l'autre ne trouvait pas sa deuxième godasse. Je les regardais et en passant je leur fais « Bon, vous avez vos flingues et des munitions, c'est déjà ça. » On a donc creusé et foutu les sacs de sable. On terminait quand on a entendu une explosion qui avait fait trembler les tentes, les hélicos et je crois amocher salement les slibards de l'équipe. Quelques instants après, on a vu les deux gros glands de Balardu et Babou qui revenaient en se marrant comme des baleines. Les griffiers se sont posés, mais ils ont eu mal au cul. Eh merde, moi la dernière chose que je voulais imaginer, c'était que ces salauds ont des culs et qu'ils peuvent s'y faire mal. Je me suis enlevé le bouton rose cerclé de fourrure de l'esprit, et je me suis dit que c'était une bonne chose qu'on ait des mecs qui tiennent la route avec nous quand même. Ça n'a pas été long avant que leurs avions se soient pointés. Passant Razmot, ils nous balancent tout ce qu'ils avaient. Tout le monde s'est jeté au sol en priant que ce soit le voisin qui y passe. Ah, y a pas plus égoïste que le kidam qui va clamser. Heureusement, il restait une arme montée sur l'un des hélicos qui fonctionnait encore. Johnny a couru vers elle en gueulant un truc du genre « Allez les moules, on y va, on est trop beau pour mourir de toute façon !» Il a chargé lui-même la 66 et il a commencé à dégommer du planeur. Ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Ces couillons se crachaient même sur leurs propres troupes. Les soldats justement. Ah, ils étaient super bien organisés. J'aurais jamais cru ça de la part des chats. Ils étaient en rang, tassés, mais pas trop. Quand les premiers devaient recharger, ils se faisaient un petit pas sur le côté, laissant passer le reste de la troupe et en se mettant derrière, attendant leur tour. Des belles lignes toutes droites. Ah ça c'est dommage qu'on ait laissé tomber des vieilles baillafs qui font des trous dans les belles lignes toutes droites. De notre côté, on avait mis des flingos en batterie et on clinguait tout ce qu'on pouvait en face.
Et ça qui ont pas mal aidé, et puis je me suis félicité sur le coup. J'ai vu les potes courir dans les tranchées, manque de bol pour certains, des explosifs tombaient parfois dedans, et c'était la mort assurée. J'avais la sensation bizarre d'être paralysé. Je voulais tous les aider, mais j'arrivais pas à bouger. Foutu drogue qui me rendait abruti. J'ai entendu hurler Violena, une de nos très très efficaces soldats. Tête chercheuse! Heureusement, El Nato a eu le réflexe de balancer une fusée de détresse qui a fait diversion. Une chose était claire, ils étaient pas venus là pour faire des papouilles. Les soleils commençaient à se coucher et le rouge de la fusée venait s'associer aux autres couleurs. Les salopes d'en face n'avaient même pas besoin de lumière, mais nous, oui. La fumée, les lumières qui tremblaient, c'était comme un rêve. Un rêve où mes potes se font découper les membres au laser d'Alien Apolra. Les trombifs couraient partout et tentaient de rafistoler ce qui pendait et qui pouvait toujours servir, comme des morceaux de bide. Johnny, lui, continuait d'éclaircir les rangs d'en face à la mitrailleuse. La seule qui était encore de vieille techno, et puis la seule vraiment efficace au final. Je suppose qu'on n'avait pas prévu ce genre de scénario. Autant les Roidiens, on les a déchirés au laser, autant là, faut avouer qu'on a ramassé comme des bleus. Les jours de Plot de laine s'approchaient, des explosions faisaient voler leur premier rang, sûrement encore des pièges de nos anges de la mort. Je les ai cherchés des yeux d'ailleurs, mais je les ai pas trouvés. En courant, un de nos birnes me bouscule. Ça m'a réveillé un peu et puis je me suis rendu compte que c'était la guerre et que j'allais m'en prendre une si je me bougeais pas. Alors j'ai pris position avec mes frères et mes sœurs d'armes. Chaque fois qu'on mettait en marche nos mandolines, ça illuminait le visage des zig et on aurait pu en faire un poème, je suis sûr. Comme on tirait tous un petit peu en décalé, ça faisait comme une vague de lumière qui éclairait les positions une par une. C'est là que je me suis dit qu'avoir une arme qui fait de la lumière, y a pas plus con. Pour se faire repérer, c'est génial. Enfin bon, en face c'était pareil. Ouais, on se console comme on peut. De temps en temps, un ou deux félins arrivaient jusqu'à nous. Ah, c'était bidoche contre bidoche dans les tranchées. Des coups de baïonnette à tir larigot, on devait patauger dans au moins 10 cm de sang. Heureusement, on avait nos bottes. Je suis remonté hors des tranchées pour voir si je retrouvais Richard ou un autre. C'était trop le bordel. Ça explosait de partout. Les mecs gueulaient dans toute la base. Un médecin par ici, ma jambe, les enfoirés, ma jambe par là. J'avais beau chercher partout, mais j'avais perdu de vue le Richard. Sûrement mort dans tout ce merdier. Ou alors, comme d'hab, planqué derrière, bien au chaud à picoler de la vinasse. Ah, il est fort pour ça, ce fumier. Sur le côté, je vois un petit groupe d'Estafiou. Ah, ils étaient pas nombreux, j'avais mes chances. Ou pas. En tout cas, je me suis dit, août, mon bien vieux salaud, tant qu'à claquer, autant que ça ait du style et du panache. Alors j'ai foncé, tout droit, sans réfléchir. Et je sais pas pourquoi, mais en leur courant après, j'ai en tête la musique qu'on avait eue dans l'hélico qui nous a débarqué ici. Le volume dans mon crâne est ahurissant. J'entends plus rien d'un coup, juste les basses graves, qui traînent et assourdissent tout autour de moi. Je perds de vue le groupe que je poursuivais, je suis seul, je cours, et la musique m'énerve et m'agite. Le crépitement des lasers saccade, rythme le son qui passe en boucle dans ma tête. La drogue continue de faire effet et je sue. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai peur mais je suis excité. Mes cheveux collent à mon visage, je les sens lourds quand je tourne, en panique, mon visage vers les bruits qui arrivent à passer ma barrière mentale et musicale. Ma radio crache des trucs incompréhensibles comme 1, 3, 8, 0, degré, 0, ouest, poursuivez. Et ensuite, c'est comme si une pelle géante venait faire un trou dans le sable pas loin. Ça me retombe un peu dessus. Ah, ça pue le sable chaud. Il y a toujours de l'humidité d'en dessous qui vient vous flinguer les narines. Autour de moi, c'est l'apocalypse. Un mec de mon groupe de soudards hurle à mort. Une jambe en moins. Ah, ça pisse le sang. Une gerbe rouge fraise écrasée qui arrose la semoule du désert. Un autre regarde, halluciné, le trou dans sa poitrine.
Au loin, je vois Johnny découper au couteau les membres d'un félin qu'il a réussi à coincer au sol. Ah, je crois que la drogue lui a foutu le cerveau en vrac à lui aussi. Il lèche son couteau et puis il se jette sur un autre alien. Ah, y a de quoi lâcher une fusée, moi je vous le dis. Balardu et Babou, eux c'est autre chose. Ah, ils ont toute une chorégraphie. C'est du papier à musique leur truc. Ah, ils s'arrêtent pas pour la fignole. C'est en direct qu'ils font ça. Ah, par contre, je me surprends à avoir peur. Je me sens menacé par eux et puis je commence à pointer mon flingue dans leur direction. J'ai l'impression qu'ils me moulineraient au passage sans faire gaffe. Et j'ai pas franchement envie de finir en persillade. Et je vais pour leur tirer dessus. Bon, j'en ai honte maintenant, évidemment. Mais heureusement, j'ai l'attention détournée par un ennemi que je vois du coin de l'œil. Je le vois s'enfuir, le salaud. Alors je le course. Pendant une éternité, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir le rattraper. Il se retourne, et je crois voir sur sa gueule un sourire. Ah, ça me fout la rage, et je cours encore plus vite. Il se dirige vers une oasis, une grande en plus. Une fois devant, je ralentis. C'est dangereux la végétation. C'est le seul moment où je prends 30 secondes pour respirer et me rendre compte que je suis seul. Chose étrange, je crois sentir le parfum de mon ex et je me perds un peu dans mes pensées. Je secoue la tête pour enlever son image. Plus personne autour de moi. Le vent du désert qui souffle un peu. Et moi, je veux absolument éviscérer ce salaud. Alors je m'enfonce dans l'oasis. Et je crois que c'est le seul moment où j'aurais préféré le vide du désert. Il y a trop d'arbres, il y a trop de bruissons. J'avançais doucement, baissant lentement les feuilles. Qui a foutu une jungle dans le désert? Faut être un sacré foutrasson pour penser à un truc pareil. La musique s'est arrêtée dans mon crâne. J'avance lentement. J'entends les explosions de mortier qui tombent au loin. J'avance. Je glisse. Je tombe. Je me relève en panique. J'ai les oreilles qui bourdonnent. J'entends un bruit pas loin. Ah, je me stoppe pour tendre l'oreille, mais les Portugaises trop ensablées. De toute façon, je sais même pas si je fais face au bruit ou pas. Alors j'avance doucement. La sueur me brûle les yeux. Je dois écarter les feuilles qui couvrent totalement mon passage. Je passe ma main pour essuyer la sueur et le fusil me glisse presque des mains. Ma chemise pèse une tonne, mouillée de sueur. Je suis obligé de recaler le fusil sous mon bras. Et derrière moi, un bruit. Ah, je pivote sur moi-même et là je sens une douleur dans le dos. Violente, déchirante. Mon flingue et mes jambes glissent, les deux en même temps, au ralenti. Je peux plus bouger. D'un coup, les feuilles disparaissent. Il reste que le désert, le sable et des rochers. J'arrive à me traîner jusqu'au plus proche avec mon flingue, et puis j'attends quelques minutes, mais le salaud il s'est jamais pointé. Ah, j'hallucine. Je me suis pris un rayon perdu. Putain, merde, mais pas moi. Je suis seul, perdu au milieu de nulle part. Ah, et j'ai froid. Et je m'endors. Je me réveille souvent. Je somnole. Et à chaque fois, je rêve. Je rêve de l'amour de ma vie. On est à nouveau ensemble. On s'aime. Je suis plus un connard. Et puis, je me réveille. Et puis, il n'y a personne. Il n'y a que le vent qui me semble charrier encore le parfum de mon ancien amour. Perdu à tout jamais maintenant. Le sable. Et puis moi. Le temps passe lentement, dilaté. Un peu comme s'il avait pris trop de propers. Je crois même que je commence à me faire chier. Ah, je me demande si c'est normal, ou même si c'est faisable de s'emmerder alors qu'on plie les gaules pour l'autre monde. Je me fais une petite liste mentale. Slip, check. Chaussettes, check. Combien je prends de t-shirt pour être sûr? J'ai vu des traînées de fumée blanche dans le ciel. Des missiles envoyés par dizaines sur les traîtres qui tirent dans le dos. Et puis j'ai vu nos hélicos arriver au-dessus de moi. Ah putain,
pourrais pas aller plus loin, j'ai du sable plein la gueule, que je me suis dit. Mais en vrai, je les remercie au fond de moi. Un des hélicos a explosé. Il a fait une chaleur insoutenable pendant quelques secondes, comme quand j'étais chez moi et que j'étais trop près de la cheminée. Et il y a 2 autres qui en ont pris aussi un peu dans la gueule, mais ils ont pas bronché. Enfin, l'an 2 c'est quand même barré. Et puis, ils ont fini par avancer, de plus en plus loin, me laissant seul. Encore. Moi, je voulais aller voir la mer. J'ai toujours eu le pied marin. Mais je suis là et je peux pas faire autrement maintenant. Je regardais les étoiles qui commençaient à se pointer doucement. Et une lune qui se voyait un peu. D'ailleurs, je dis lune, mais qu'est-ce que j'en sais? Mon GPS s'est allumé, détournant mon attention des boules de gaz qui pendent là-haut. J'avais l'impression que la lune se foutait de ma gueule avec ses cratères. Je me suis allumé une clope pour me réchauffer. Et je regardais la lune, ma complice. Ça devient dur de fumer. Peut-être que si je levais la main suffisamment haut, je pourrais la toucher. Et que si j'arrivais à lever mon gros cul, je pourrais aller à la mer. Mais comme on peut pas être tranquille dans cette chaîne de vie, même quand on commence à claquer, je me suis repris du sable dans les yeux. Ah, merci les copains. Un trou dans le dos, c'était pas suffisant. Un autre hélico, plus gros que les autres, est arrivé. Et il y a Richard dedans. Et il chiale. Je me suis dit qu'il devait être rempli parce que il avait pas l'air de se poser pour venir me chercher. Ou alors il s'en fout. Il aurait raison, remarquez. Je vais nourrir les scarabées dans pas longtemps. De toute façon, la vie et moi, on n'a jamais été sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais heureux quand il fallait pas, et puis je l'étais pas quand c'était le moment. Et c'est souvent le moment ou jamais dans ce genre de situation. Ah, mais sérieux, mais ils pourraient pas aller foutre le bordel ailleurs avec leur sable et me foutre la paix. Ah, je regarde autour de moi, et puis au final, je vois la base de loin. C'est juste un petit point noir plein de fumée. Et puis c'est maintenant que je vois tout ce gâchis. Le pire, c'est que rien de tout ça ne m'atteint. Et dire que jusqu'à la toute fin, je pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que je suis un con? Pas un con. Non, vraiment. Un vrai con. Avec une majuscule. Est-ce que j'ai rien compris à la vie? Est-ce que je me suis laissé emporter? Est-ce que j'ai fait les mauvais choix? Est-ce que j'étais un con, quoi? Un méchant? Le genre de personne qui fait le mal? Pas genre façon tueur en série ou quoi, non. Petit truc insidieux qui emmerde bien, qui flingue le moral des autres. Est-ce que j'ai été là pour les autres? Est-ce que j'ai été suffisamment ouvert pour qu'ils se sentent écoutés, accueillis? Est-ce que j'ai pas été juste aveugle envers les autres et leurs souffrances? Toute ma vie et puis toute ma mort, j'aurais jamais eu la réponse. Et maintenant, j'ai personne à qui poser les questions. Et si, au final, je suis un con? Ah merde. Ah, ça me ferait chier. À un moment, on s'arrête. Et puis on regarde sa vie défiler. On finit enfin par comprendre qu'on est juste les spectateurs de nos vies et que, avec un peu de chance, c'est une chose agréable à regarder. Ici, il y en a un autre. On peut tenter d'accomplir des trucs,
Mais au final, c'est la chance qui fait que nos efforts et le résultat coïncident. Non, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder le film de nos vies de cons et puis espérer que c'est ce qu'on voulait. Médecin, vite! Être dans une tempête, tenir la barre. On y croit. On se fait éjecter une fois, 2, 3, 4. On y retourne. On ferme les yeux. On se cramponne. Ça va aller, mon vieux. Si on tient tout droit, on s'en sortira de cette tempête. On retombe. On remonte. Et puis, au bout d'un moment, on en vend tout au diable. La barque, la tempête, Morphine, la barre mais dépêchez-vous, bordel de merde! et nos vies. Vite, préparez-le pour le transport. Allez savoir, je suis peut-être amer parce que je vais canner. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour aller dans la verte plutôt. J'ai 3 cc de ludosopal et 8 demi-litres. Mais je suis là, bercé par l'harmonie des bourdonnements des faisceaux d'énergie de nos flingues de paumés. C'est ce que nous sommes, des paumés, des vagabonds de l'espace. Perdus, L'hélico, oui, on met des vagues. sacrifiés. Torres à base écho. Torres à base écho demande un Casevac dur. La vérité, c'est qu'on veut se perdre. Alpha 25, 28, Alpha 32, 54. On est des romantiques après tout. Never seen a bluer sky. Yeah, I can feel it reaching out and moving closer. There's something about blue. Ask myself what it's all for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper shade of blue. And images that might be real, maybe illusion. Keep flashing off and on.
Everything is clearer now. Life is just a dream, you know, that's never ending. I'm ascending.